Le problème, c'est nous. Le problème, c'est aux Congolais de bâtir une armée forte et dissuasive. Les Congolais ont l'uranium. Il y a un moment donné, on voit avec l'Iran, avec la Corée du Nord et d'autres pays, à un moment donné, on doit aller au Katanga, prendre cet uranium et amener ça à Goma et dire aux gens qui veulent nous tuer, les gens qui veulent faire leur jeu d'hégémonie dans notre pays, que nous avons la capacité de faire une bombe atomique. Nous avons tous les éléments nécessaires, il nous manque les éléments techniques. Mais les ressources pour faire une bombe atomique, pour dire au Rwanda, à l'Ouganda et aux autres pays que ce jeu de tuer les Congolais, aucun pays du monde ne se développe où on maltraite les femmes. Bonjour, je suis Raphaël Walukonga. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit de 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo INFO243 pour obtenir vos 10 $ offerts. Très heureux de vous retrouver, chers abonnés d'Info 243, des questions d'actualité et pourquoi pas remonter à l'histoire, décrypter la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo avec un invité. Chaque semaine, nous revenons. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir Monsieur Olivier Bolia. C'est un homme politique, fils de Paul Bolia. Avec lui, nous allons vraiment piocher et nous allons essayer de remonter également à quelques faits. Bonjour Monsieur Olivier Bolia. Bonjour Raphaël. Vous êtes à la diaspora congolaise, vous êtes un homme politique, fils de Monsieur Paul Bolia, un opposant de Patrice Emery Lumumba et frère de l'écrivain Bolia Bayenga, d'heureuse mémoire. Vous êtes diplômé en communication et relations publiques. Voilà. Actuellement, vous poursuivez vos études en économie et sciences politiques. Olivier Bolia, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire et médical des hautes technologies et ont travaillé pour plusieurs entreprises, telles que IBM. IBM, c'est l'une des entreprises connues en termes de technologie et fabrication de machines. Et Dell, la Banque de Montréal, l'hôpital pour enfants de Toronto. Vous travaillez plutôt actuellement pour l'institution financière américaine Raymond James Canada. Voilà. Il est également un chercheur spécialisé dans le développement économique de pays africains au sud du Sahara. En qualité d'écrivain, vous avez publié votre dernier ou premier ouvrage, Enlever le masque des dirigeants congolais de 1960 à 2023. Monsieur Olivier Bolia, bonjour. Bonjour Raphaël. Monsieur Olivier Bolia, pourquoi avoir conçu d'abord le thème de votre livre autour de Enlever le masque des dirigeants congolais de 1960 à 2023? Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains ou congolais ont de masques? Oui, merci de m'avoir dans votre émission, Raphaël. Je vous suis tout le temps, donc vos émissions sont des émissions de très grande qualité, donc vraiment c'est un médium que j'apprécie beaucoup. Alors la question du titre, c'est simple. Vous savez, en 1960, le Congo, la Corée du Sud, le Canada étaient au même niveau de développement en termes de produit national brut. Alors la question que moi je me suis posée, beaucoup d'intellectuels se posent, qu'est-ce qui s'est passé qu'en 63 ans, que le Canada puisse devenir un des 10 pays le plus industrialisés du monde et la Corée du Sud aujourd'hui faisant partie du G20,
et le Congo est le 176e pays en termes de IDH, indice de développement humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les décisions que le Canada a prises? Quelles sont les décisions que la Corée du Sud a prises pendant ces 163 ans passés pour que la Corée du Sud et le Canada se retrouvent au top et le Congo, la lanterne rouge de nations avec le Yémen du Sud et d'autres pays qui n'avancent pas. Donc, quelque part, Raphaël, il y a eu des décisions qui étaient prises par des dirigeants congolais, en commençant par le président Kasavubu, en passant par Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Alors, ce que j'ai remarqué pendant mes recherches, est qu'il y a, parce que c'est jusqu'à aujourd'hui, les mêmes erreurs qui sont en train d'être commises par tous ces dirigeants. Je vais donner un exemple simple pour ne pas éterniser dans la réponse à cette question. La question de compétence, la question de la bonne gouvernance, la question de la vision. Ce sont les mêmes erreurs que les uns les autres produisent et qui, en effet, découlent par la stagnation économique de notre pays, l'appauvrissement des populations et, bien entendu, notre classement parmi les nations dans le monde. Comment vous définissez d'abord ces masques? Voilà, le masque, c'est, comme vous l'avez dit, figure de style, mais le masque, c'est quelque chose qu'on porte pour cacher son vrai visage. Alors que quand vous lisez les discours de chefs d'État ou des dirigeants congolais en général, il ne faut pas que les gens pensent que c'est un livre anti-Tshisekedi ou anti-gouvernemental. Non, 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 non. Mon livre, ce sont des recherches de plusieurs décennies, de plusieurs dirigeants, et qui n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. D'ailleurs, j'encourage le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a l'habitude d'acheter de voitures qui coûtent 80 000 $ pour des députés, des sénateurs et de membres du gouvernement, des fonctionnaires de l'État. Moi, je pense que ce livre est totalement différent de tous les livres qui ont été écrits dans l'histoire. Là où je veux en venir, mais je reviens à votre question. Donc, je profite pour dire au président de la République, au lieu d'acheter aux députés de Jeep, qui n'ajoutent pas l'intelligence, qui n'ajoutent pas l'engagement intellectuel, c'est le moment d'acheter ces livres. Que tout Congolais puisse avoir ces livres parce que ça détient la vérité, les informations, justement, l'enlèvement des masques. Donc, c'est-à-dire le vrai visage de ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Il y a absolument une dissonance connective entre les discours et les faits. On parle de la lutte contre la corruption, en même temps, on a des tourneurs qui sont ministres. On parle de créer des entreprises, mais on voit plutôt les détournements de fonds, par exemple, des hommes politiques, pas seulement les présidents de la République. Toute la plupart des hommes politiques congolais s'attellent au vol des deniers publics. Alors, comment peut-on parler au peuple congolais, nous voulons changer votre vie, vos vies respectives, nous voulons changer la situation, nous voulons que vous ayez ceci, et en même temps, on continue avec le même élan du passé, c'est-à-dire les détournements de fonds, la mythomanie, la démagogie, mentir au peuple, dire au peuple on va faire ça, ça, ça. Et ce qui est plus grave, qui est encore une fois c'est mal, c'est que la compétence. Vous savez, quand on parle d'un pays développé, ce sont les compétences. Quand on parle de la Chine, on voit la fabrication des habits, la fabrication des ceci. Quand on voit le Taïwan, parce que j'en ai parlé dans mon bouquin, le Taïwan, c'est les microchips, tout ça. Quand on voit le Japon, on voit la fabrication de voitures, l'innovation technologique. Donc, il y a toute une vision, il y a tout un modèle économique que ces pays ont. Et c'est pourquoi, à la ligne d'arrivée, aujourd'hui, on retrouve le Canada, la Corée du Sud, et notre pays ne figure pas parmi les pays qui sont arrivés à la ligne d'arrivée en tête du peloton. Donc, c'est un problème profond, c'est un problème de masque, c'est un problème de mensonge, c'est un problème de manque d'empathie.
changer la donne, pour changer un pays. Il faut aimer ces gens. Vous ne pouvez pas vouloir les biens de personnes que vous n'aimez pas simplement. Donc, nous, il y a des compétences qu'on appelle techniques, les études, tout ça, mais il y a aussi des compétences humaines ou générales, c'est-à-dire l'empathie, le savoir-vivre, aimer son prochain, et ça semble un peu comme si je tire ces enseignements de la Bible. Non, ce sont des enseignements qui sont aussi politiques. Donc, il faut que les hommes d'État congolais sachent que ce peuple-là, on doit les aimer. On doit aimer nos compatriotes. On doit s'aimer entre nous d'ailleurs. Donc voilà, donc on fait tomber tous ces masques de mensonges, de cachettes où les gens courent vers l'enrichissement personnel. Ils disent qu'ils veulent développer le pays. Les gens deviennent des présidents, des ministres, sans études, mais ils veulent développer le pays. Donc, il n'existe aucun engagement intellectuel de la part de ceux qui veulent nous amener là où ils promettent qu'ils vont nous amener. Donc, c'est ça, le masque, il faut le faire tomber, il faut voir les choses de la manière la plus sereine et la plus transparente. Quelle est la piste des solutions au travers de votre ouvrage? Parce que on vous entend parler que ces masques freinent ou bloquent le vrai rythme du développement en Afrique ou soit en particulier en République démocratique du Congo. Quelle est la piste de solution que vous proposez au peuple congolais qui vous suit en ce net moment? Les pistes de sortie sont existent. Donc, ces livres font partie justement de ces briques qui arrivent justement pour rappeler quels sont les vrais problèmes, ou plutôt, je vais refaire ma phrase, où se trouvent les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas la géopolitique, simplement parce que je vois beaucoup de nos compatriotes écrivent sur les relations internationales. Je vois le feu Honoré Ngwanda qui parle des invasions rwandaises, tout ça, à Charles Onana. C'est bien beau de parler de tout ça, mais quelle est la part de Congolais? Parce que dans tout problème, il y a un volet endogène et un volet exogène. La part de Congolais. Moi, mon livre parle de Congolais, parle de notre psychologie, de notre sociologie, de notre anthropologie, de notre économie et de notre politique. Donc, je n'ai pas cherché à faire la bouquet-mirélisation, c'est difficile à prononcer. Donc, je ne trouve pas de bouquet émissaire, je ne dis pas c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute de ceci. Je me dis, qu'est-ce que nous, Congolais, nous devons avons la capacité de faire? Donc c'est une redirection du diagnostic. Donc, moi, je ne vais pas chez les autres, je me limite à nous. C'est des décisions que nous prenons. Même le peuple congolais, notre complicité avec les dirigeants. Parfois, les prix de l'eau augmentent, le prix du pain, le prix de l'huile, le prix de l'essence, les échanges de monnaie. Personne ne sort dans la rue pour dire voilà, il y a un tel problème, c'est pas normal. Vous savez, la Révolution française, quelque part, c'était une histoire de pain, du prix du pain. Au Maroc, en Algérie, les révolutions. Voilà, donc c'est juste des gens qui se sont dit non, c'est trop. On doit trouver des solutions. Moi, je demande au peuple congolais d'arrêter aussi cette tolérance à la pauvreté, comme je l'ai dit dans les livres. Les Congolais. Est-ce que vous pensez que le peuple est complice de son malheur? Voilà. Est-ce que vous pensez que le peuple est complice de son malheur? Complice volontaire et coaché aussi. Parce que, rappelons-nous de ces dirigeants qui portent des masques, coachent la population à prendre des attitudes défaitistes au lieu de regarder comment changer les pays, quelle personne n'est pas compétente, qu'est-ce qu'elle fait là. Non, la population est parfois silencieuse par rapport à leur propre malheur. Et dans le livre, moi, j'interpelle, je dis non. L'électricité, c'est un devoir régalien du pouvoir. L'eau, la distribution de l'eau, c'est un devoir. Aujourd'hui, même l'Internet est devenu un devoir régalien des États
pour donner aux populations le moyen de communiquer, de s'éduquer, de tout ça. Il y a mon livre d'ailleurs a aussi une version audio et une version digitale. C'est-à-dire que un étudiant n'est pas obligé d'avoir un livre comme ça à la maison s'il ne veut pas. Il peut juste télécharger les livres et les lire à partir de son ordinateur, son téléphone. Mais pour que nous accédions à ce niveau de vie, mon cher Raphaël, il faudrait que nous changeons la manière de faire des choses. Et si vraiment nous avons ce souci de faire de la RDC un grand pays, encore une dissonance cognitive dans les discours. Le Congo, le grand pays au centre de l'Afrique. Mais en réalité, les Congolais souffrent. Plus de 25 millions, j'en parle dans les livres, 25 millions de nos enfants sont déscolarisés. 80 millions de 100 millions de Congolais vivent dans l'extrême pauvreté. Seulement 12 à 16% de nos filles finissent l'école secondaire ou l'université. Voilà les vrais chiffres de la Banque mondiale, de l'FMI et d'autres organismes internationaux qui traitent des problèmes du Congo. Donc, on doit arrêter de se faire une réalité fictive sur ce qui se passe dans ce pays. Et les problèmes, c'est que nous avons refondé notre pays en matière d'éducation. Et ça aussi, j'en parle, comment notre éducation n'est pas adéquate avec la gestion des minéraux ou des ressources que nous avons. Nous avons plus d'avocats, nous avons plus de médecins. Est-ce que les avocats et les médecins construisent des routes? On a besoin des ingénieurs, on a besoin des agronomes parce que nos laiteurs arables en RDC, c'est presque partout. Rappelez-vous, à Kinshasa, vous pouvez jeter une mangue, de même vous allez voir un manguier naître de la mangue que vous avez jetée par terre. Donc, nous avons le potentiel, mais ce potentiel sont égarés parce que il y a des dirigeants qui amènent ces pays vers le gouffre, mais qui disent que ça va. Voilà. Alors, votre ouvrage n'est pas simplement un ouvrage scientifique, mais également vous considérez votre ouvrage comme un cri d'alarme, hein, cri d'alerte, et c'est pour pousser à la révolution, à la prise de conscience et refaire mieux. Partant de la situation que vous avez connue, une histoire malheureuse en fait. Vous parlez également de l'histoire de votre frère. Vous avez perdu votre frère pour le manque de prise en charge médicale en RDC. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, il s'agissait plutôt de mon fils qui est né au Canada, qui était allé en vacances au Congo. Et du coup, il a attrapé la malaria et les médicaments qui lui ont été prodigués étaient des médicaments périmés. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas une attaque au système de santé, mais c'est pour faire encore une fois un appel aux Congolais de vouloir mieux. On ne peut pas laisser passer des médicaments. Je pense qu'il y a une filière qui a été déjà dévoilée dans un autre livre par un autre écrivain sur une filière indienne qui fonctionne tranquillement dans notre pays, qui amène des médicaments qui ne sont pas contrôlés à haut niveau par l'État congolais. Donc il y a des problèmes comme ça. Donc moi j'ai été touché à la peau. Vous savez, les gens disent que quand quelqu'un est né ici, au Canada, bien sûr que les gens meurent ici, mais l'espérance de vie ici, c'est de plus de 70, 80 ans. Donc envoyer ton enfant dans ton pays d'origine, le Congo, est un problème. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Souvenez-vous le jeune africain qui a eu tout récemment en RDC. Beaucoup de pays occidentaux n'ont pas participé simplement par peur de problèmes sanitaires. Kinshasa est une ville chaotique. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de numéro 911, de numéro d'urgence. Donc, vous faites une crise cardiaque à la maison, il faut qu'on vous amène sur une moto quand vous êtes pauvre et sur une voiture ou appelez un taxi. Ces choses-là n'existent pas dans les pays que nous disons développés.
si je tombe malade au Il y a moment des ambulances qui arrivent aussi en retard. Hein. Il y a des ambulances, mais qui arrivent en retard. Voilà. Donc, mais ce sont des constats connus de Congolais. Et moi, tout ce que j'ai essayé de les écrire, tout ce que nous voyons toujours, tous les jours, et comment, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la donne. Enlever le masque des dirigeants africains, c'est votre ouvrage. Monsieur Olivier Boulia, vous êtes écrivain et vous aviez travaillé dans plusieurs secteurs. Vous avez un aperçu extérieur sur la situation de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première partie de votre livre. Hein. Nous allons revenir peut-être plus tard pour en parler, mais vous avez également un aperçu de la situation socio-politique de notre pays. Étant politicien, politologue de formation, quelle est votre appréciation par rapport à ce que le pays traverse en ce moment? Ce que le pays traverse, l'exemple que j'utilise, c'est un avion qui vole et qui crash. Et c'est pas la faute, c'est pas pour des raisons techniques au sein de l'avion, mais c'est le pilotage. Voilà. Donc, vous savez, pour bâtir des nations fortes comme les Japon, vous savez, ils ont eu l'empereur Meiji. Ça prend une personne consciente, une personne visionnaire, une personne qui aime les autres. J'insiste sur l'empathie, parce que pour dérober la vision d'un pays et de personnaliser un État, il faut avoir un manque d'empathie envers, c'est presque être un pervers narcissique, comme on dit. Donc, un manque d'empathie, égocentrisme, mythomanie, et que sais-je encore. Donc, il faut que nous nous apprenions à nous tous, parce que les chefs de l'État, les ministres, les députés, les fonctionnaires de l'État proviennent de la société. Or, notre société, en tant que telle aujourd'hui, ne produit pas de gens empathiques, des gens qui ont de l'amour des autres citoyens. Quand on est nommé au Congo, vous savez très bien, Raphaël, la première chose, on pense à acheter une maison à ma campagne, à l'unité, à Gombe. La deuxième chose, on pense à empiler ses poches et envoyer ses enfants étudier en Europe, tout ça. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire un pays. Donc, il faut que nous fassions vraiment une refonte de l'État. Et ça, j'ai suivi l'interview de notre aîné, l'écrivain Isidore Nawel, qui passait lors d'une émission, j'en parle dans mon livre, chez Christian Lusakweni. Il a parlé justement de refaire le pays. Tout le monde voit que même le système politique que nous avons actuellement n'est pas adéquat. Parce que, vous savez une chose, Raphaël, on ne juge, dans le leadership, il y a deux types de leaders. Il y a un bon leader et un mauvais leader. Le bon leader, c'est celui qui aime son peuple. Le mauvais leader n'aime pas son peuple, ou il croit qu'il aime son peuple, mais il s'enrichit, lui et sa femme. Vous voyez? Alors, comment juste-on le leadership, ou à la fin, comment arrive-t-on à dire que tel est... Pourquoi disions-nous que Kennedy était un bon leader? Pourquoi disons-nous que l'empereur Meiji du Japon était un bon leader? Pourquoi disons-nous que Mao était un bon leader? Pourquoi disons-nous que Thomas Sankara? C'est parce que c'est les résultats de leurs actions qui vont nous dire que telle ou telle personne. Mais on ne peut pas se dire que je suis bon leader lorsque 80 millions de ma population est dans la souffrance, lorsque 25 millions de nos enfants ne vont pas à l'école, lorsqu'il n'y a pas de l'eau potable 24/7, lorsqu'il n'y a pas d'électricité 24/7, et lorsqu'il n'y a pas d'internet 24/7. On ne peut pas parler d'une réussite quand il n'y a pas de route. Je me rappelle lors de notre dernier rendez-vous, oui dire que vous étiez dans la voiture en train de se plaindre du trafic. Voilà. Et les trafics au Congo, c'est juste l'œuvre du manque des infrastructures. Tout ça. Donc, on ne peut pas dire que je suis bon dans un État qui est dans cet état-là, je me répète. Voilà. Donc, le bon leadership
on doit le vouloir, c'est une aspiration. Les États-Unis est devenu États-Unis par la volonté des pères fondateurs qui ont laissé une ligne de conduite que tout le monde suit jusqu'à nos jours. Tous ces grands pays, la France, la cinquième puissance, et l'Inde, la Chine, qui était, rappelez-vous à l'époque de films de Bruce Lee, on voyait les Chinois manger le riz et le légume. Il n'y avait pas de viande. Mais allez aujourd'hui en Chine, ils mangent la viande, ils sont devenus riches. L'Inde était un pays un peu mosaïque, avec des tribus, des religions un peu ethniques comme ça. Aujourd'hui, l'Inde a son modèle économique. L'Inde est passée de la 10e puissance du monde. Aujourd'hui, l'Inde est 5e. Donc, vous voyez, et puis en 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond. Voilà, un travail de fond, une vision claire de ce que... Mais qu'est-ce que nous voulons? Il ne suffit pas de dire aux Congolais, nous voulons être le Congo a vocation d'un grand pays d'Afrique. Mais c'est ce que nous faisons. Nous volons l'argent, nous détournons. Nous n'envoyons pas les enfants à l'école. Nous avons un système éducatif qui est défaillant. Nous avons, les députés deviennent des hommes d'affaires. La classe, ça j'en parle aussi, à l'époque de Dokolo, Tanguy et frères, même Bemba Saolona. Il n'y a plus de patrons congolais. Un pays sans patron. Les patrons, ce sont les députés qui n'ont pas la vocation de business, qui prennent l'argent de leur salaire, 21 000 ici, 50 000 là-bas, et ils deviennent des hommes d'affaires fabriquer, mais non pas de gens qui ont vraiment vocation, comme on avait à l'époque de Mangou Tassiani, Lengelo, Memokin. C'était des Congolais. Parfois, Raphaël, nous oublions notre histoire. C'était les Congolais qui étaient en ville. C'était les Congolais qui avaient qui étaient les hommes d'affaires. C'était pas les Libanais. C'était pas les Pakistanais. C'était bien sûr il y avait de blancs issus de la colonisation, les Grecs, les Portugais, les Français et Belges, tout. Mais à côté d'eux, c'était des Congolais. Des hommes d'affaires puissants. Mais aujourd'hui, on a des députés, des ministres qui ont des hôtels, qui ont des ceci, des flats, des lignes créées. Comme c'est comme une distraction pour eux, ça ne crée pas de véritable entreprise. Et aussi, pour finir, la place de la femme. Aucun pays du monde ne se développe où on maltraite les femmes. Ça, c'est une conscientisation générale qui doit être comprise par tous les Congolais. On doit arrêter avec les harcèlements sexuels. Une femme qui vient au boulot, c'est pour travailler, c'est pour être une collègue. Ce n'est pas pour qu'elle devienne ta copine ou bien pour que tu fasses des enfants avec cette femme. Et ça freine le développement parce que vous ne voyez pas sa compétence, vous ne voyez pas ses diplômes, vous ne voyez que son corps. Donc c'est comme voilà une nullification des qualités de quelqu'un et ça aussi c'est un grand problème de nos jours. Donc réduire la femme à ses capacités et ses compétences et cela également réduit la capacité de production dans une société. Monsieur Olivier Bolia, je rappelle que vous êtes politicien, si ça nous posant à Lumumba à la présentation, beaucoup seront étonnés d'entendre que Lumumba avait des opposants. Bien sûr, Lumumba avait des opposants. Lumumba n'était pas la seule voix de la décolonisation de la RDC. Rappelez-vous, il y avait deux courants en 1960. Le courant de Lumumba qui voulait l'indépendance tout de suite. Il y avait un autre courant, notamment tenu par le père Paul Golia, qui voulait que l'indépendance se passe après 20 ans. Pour que nous formions, parce que mon père a travaillé déjà dans l'administration belge, il a fait des études à Anvers, des études de médical, et ce sont des gens qui savaient qu'il n'y avait pas assez de gens formés pour prendre le pays en charge. Voilà. Donc, même la formation, notamment... Mais ils étaient considérés comme des traîtres. Voilà, il était traité de Penamundele. Voilà, des considérés comme des traîtres. Le PNP, voilà, était traité de... Le plan Val-Vicenne. Voilà, exactement. Voilà. C'est les noms. Donc, il était traité de Penamundele, parti
leur parti politique, le PNP, était traité de parti de nègres, quelque chose proche de blanc, quelque chose comme ça. Voilà, donc il était sali, dénigré. Et c'est une raison aussi, je fais la politique aujourd'hui, parce que quand je suis allé à Kinshasa, une femme m'a rencontré dans la rue, elle m'a dit, Olivier, ton papa avait raison. Ton papa, regardez les pays aujourd'hui. Regardez ce qui... Aujourd'hui, ton papa avait raison. Elle m'a dit ça. C'est là, bon Dieu. Parce que quand vous passez une vie à la maison, et quand vous lisez dans les journaux, vous voyez qu'on a sali le nom de votre père. On l'a appelé Pene Penamundele, parce qu'il a dit simplement que nous ne sommes pas prêts, nous allons faire une décolonisation progressive, il faut que nous formions des gens. À l'époque, il y avait 2 personnes qui avaient fini l'université entière, c'était Bomboko et Kansas, si je m'abuse. Voilà, donc, il était encore étudiant, le père, et puis étudiant d'un cycle court de droit, à l'époque c'était 2 ans. Voilà. Donc c'est pour dire que Lumumba avait des opposants, Lumumba avait des gens qui ne pensaient pas, mais Lumumba, j'ai posé la même question à Bomboko Lokumba quand il était en vie, j'ai dit, mais dites-moi papa, pourquoi Lumumba avait insisté que l'indépendance se passe aujourd'hui. Il m'a dit, ben Olivier, je comprends son point de vue parce que vous n'avez pas vécu dans la colonisation. Nous, on était tabassés, on était humiliés. Alors pour nous, l'indépendance immédiate, c'était vraiment... Une façon de se débarrasser de tous ces fardeaux. Voilà. Mais les rôles, Raphaël, le rôle d'un homme politique, ce n'est pas d'être émotionnel aussi. Le rôle d'un homme politique, c'est de voir les réalités, les faiblesses et les forces de sa société. En demandant cette indépendance brusquée avec 2 universités, la suite, également, nous revenons encore à ces problèmes de compétences. Et on a mis des incompétents au pouvoir depuis 1960. C'était des incompétents, la plupart qui ont fait l'école secondaire, ministres, il y en a même qui n'ont presque rien fait. Et voilà, donc ils se sont retrouvés au pouvoir. Et il y avait aussi un autre côté anthropologique, c'est que pour ces gens-là, pour la plupart des Congolais, les départs de Blancs, c'était pour que nos vies deviennent comme celles des Blancs. C'était pas pour développer. Les gens sont allés, ils ont occupé Gombe et ils pensaient que le blanc, parce que l'image qui était montrée à l'époque, c'est que les blancs ne travaillent pas, ce sont les noirs qui travaillent. Alors, pour eux, accéder à des postes, ça veut dire que je ne travaille pas, je reste, je vais commencer à donner des ordres. Donc, il y a beaucoup à dire à ce sujet, je crois. Nous pouvons revenir à ce sujet prochainement. Voilà. La dernière question, monsieur Olivier Bolia, c'est de savoir, parce que nous sommes à plus de 32 minutes déjà. La dernière question est de savoir votre réaction par rapport à la situation qui se vit à l'est de la RDC. L'affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces négatives de Rwanda. Bon, moi, je ne mets pas les accolades, les épithètes, forces négatives ou positives, j'en sais rien. Tout ce que je sais que près de 10 millions de Congolais sont morts, plus de 2 millions de femmes violentées, 2 millions de déplacés, et il y a eu des gouvernements successifs qui n'arrivent pas à finir ces problèmes. Alors, pourquoi ces problèmes ne se finissent pas? C'est parce que nous avons un pays qui n'est pas organisé, parce que nous n'avons pas une armée, parce qu'il y a eu 5 ans, par exemple, de tshisekidisme aujourd'hui, on n'a pas vu de grande restructuration au niveau de l'armée. Voilà, donc le problème, c'est nous. Le problème, c'est aux Congolais de bâtir une armée forte et dissuasive. Les Congolais ont l'uranium. Il y a un moment donné, on voit avec l'Iran, avec la Corée du Nord et d'autres pays, à un moment donné, on doit aller au Katanga, prendre cet uranium et amener ça à Goma et dire aux gens qui veulent nous tuer, les gens qui veulent faire
leur jeu d'hégémonie dans notre pays, que nous avons la capacité de faire une bombe atomique. Nous avons tous les éléments nécessaires, il nous manque les éléments techniques. Mais les ressources pour faire une bombe atomique, pour dire au Rwanda, à l'Ouganda et aux autres pays que ce jeu de tuer les Congolais, voilà, c'est comme ça qu'un homme d'État, c'est comme ça qu'un dirigeant doit voir les choses. Donc là, vous savez, en relation internationale, on ne se fait pas de cadeaux. C'est la loi du plus fort, il n'y a pas de cadeaux, mais même les Français et les Américains se battent, on a vu en Australie se battre pour des contrats. Donc il n'y a pas de cadeaux. On a les ressources pour faire une bombe atomique et il faut qu'on commence à inclure ça dans nos discours politiques. Si vous continuez à venir violer nos femmes, si vous continuez à venir violer nos or, nos minéraux, tout ça, nous allons faire une bombe atomique pour mettre fin à ce genre de choses. Voilà un peu ce que moi je donne comme merci, monsieur Olivier. À cette question. Merci, monsieur Olivier Bolia. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Enlever le masque des dirigeants congolais. Moi, je suis allé très loin pour dire d'ailleurs le dirigeant africain. Le cas particulier de la République démocratique du Congo, nous parlons de la situation de 1960 à 2023. Vous êtes fils de monsieur Paul Bolia, opposant de Patrice Emery Lumumba. Vous aviez une expérience dans le domaine bancaire. Vous êtes également dans la technologie. Hein. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans le secteur banquier et médical de haute technologie et ont travaillé pour des entreprises telles que IBM, Dell, la Banque de Montréal, l'hôpital pour enfants de Toronto. Actuellement, vous travaillez pour l'institution financière américaine Raymond James Canada. C'est exactement ça. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous êtes chercheur spécialisé dans le développement économique de pays d'Afrique du Sud du Sahara. Merci beaucoup pour votre disponibilité, monsieur Olivier Bolia. Retrouvons-nous prochainement, peut-être pour une prochaine édition, avec le même plaisir. Au revoir. Bonjour, je suis Raphaël Walukonka. Je suis ravi de m'associer à SendWave, une application de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent en République démocratique du Congo sans frais. Vos proches pourront récupérer de l'argent en République démocratique du Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou auprès de l'agence Union Express la plus proche de chez eux. En collaboration avec SendWave, je vous offre un crédit gratuit des 10 $ à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application SendWave et utilisez mon code promo Info243 pour obtenir vos 10 $ offerts.